L'émission qui suit est une présentation spéciale d'intérêt public de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Vous aimeriez avoir plus d'informations sur les sujets traités dans cette émission. Vous aimeriez consulter les textes de cette émission ou avoir les coordonnées de nos invités. N'hésitez pas à contacter notre organisme par téléphone au 757-2828 ou sur le site Internet de la FFTNL au www.francotnl.ca. Bonne émission. Bonjour, mon nom est Louis-Christophe Villeneuve et je serai votre animateur de cette série de 5 émissions spéciales pour prévenir les abus et la maltraitance envers les aînés du 6 au 11 avril dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Aujourd'hui, le 10 avril, le sujet de notre émission aujourd'hui, la négligence. Notre invitée aujourd'hui, Nancy Hayes, juriste pour l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, comment la loi peut-elle aider à prévenir un abus envers les aînés? Mais les différents paliers de gouvernement, c'est certain qu'il faut quand même comprendre qu'il y a la loi fédérale qui parle des actes criminels. Sauf que dans la plupart des cas d'abus, ça va être une obligation provinciale. Donc, chaque province a des dispositions légales qui vont aider à protéger les gens si les lois sont utilisées correctement. Là, on pense par exemple à la tutelle, aux décisions relatives à la santé, les décisions relatives à des décisions prises par une autre personne. Alors, la loi se veut, si on peut dire, veut créer un équilibre entre une protection appropriée pour les aînés, pour les protéger, puis la nécessité de respecter leur autonomie. Donc, vraiment, c'est ça le but de la loi. Puis, si on les utilise vraiment correctement, on va réussir à protéger, c'est sûr que c'est pas parfait, là, mais à bien protéger ou à mieux protéger nos aînés. Donc, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la capacité? Bien, la capacité, c'est, on en parle au niveau mental. Alors, c'est vraiment la capacité mentale à prendre une décision. Puis, c'est vraiment très important au niveau de la loi. Parce que si on peut prouver que vous n'avez pas la capacité de prendre des décisions pour vous-même ou qu'à un certain moment, vous n'avez pas été capable de prendre une décision pour vous-même, ça peut invalider tous les documents qui servent à vous protéger. Pour les décisions financières, comment peut-on se protéger contre l'exploitation ou la fraude? Bien, il existe un document que tout le monde devrait avoir, un document qui est vraiment extrêmement important, qu'on appelle la procuration. Alors, la procuration, c'est le document qui va déterminer qui peut, en cas d'incapacité, prendre des décisions à votre place. Il existe 2 procurations. La première, c'est la procuration générale. Alors, c'est une procuration que tout le monde devrait avoir lorsqu'ils vont en voyage, par exemple, ou qu'ils vont être incapables pendant un certain temps. Par exemple, si vous avez une opération, puis vous devez rester à l'hôpital pendant un certain temps, mais tout le monde devrait avoir une procuration générale. La procuration générale va avoir une date de début, puis elle va avoir une date de fin. Elle va citer un exécuteur. Et le travail de cette personne-là, ça sera de s'occuper de vos affaires financières pendant votre incapacité. Il faut faire attention parce que si vous ne limitez pas les obligations de cette personne-là, ça peut aller jusqu'à vendre votre maison. Alors nous, ce qu'on conseille aux gens, c'est que lorsque vous faites une procuration, que ce soit une procuration générale, puis aussi une procuration perpétuelle, que je vais vous expliquer juste après, c'est important de décider ce que vous voulez donner comme responsabilité à la personne. Par exemple, elle va habituellement payer vos factures. C'est pour ça qu'on veut une procuration, pour que quelqu'un puisse payer nos factures, notre hypothèque, pendant qu'on est incapable de le faire. Par contre,
vous voulez pas donner la responsabilité ou le droit à cette personne-là de vendre votre maison. Alors, plus vous détaillez les responsabilités de cette personne-là dans votre procuration, mieux vous allez être protégé. En plus, il faut choisir quelqu'un en qui on a confiance. Je veux dire, toutes vos économies de toute votre vie, vous les remettez dans les mains de cette personne-là. Donc, il faut vraiment que ça soit quelqu'un que vous êtes certain qui a votre bien-être à cœur. Ça, c'est extrêmement important. Alors ça, la procuration générale, vraiment, c'est une procuration pour une période déterminée. L'autre document très important que tout le monde devrait avoir, parce que la procuration générale, parfois, les gens se disent « Ah, ben, je pars juste pour une semaine, je vais être malade juste pour une semaine. » Fait qu'ils vont négliger l'importance de la procuration générale. Par contre, vous ne pouvez pas négliger la procuration perpétuelle. La procuration perpétuelle, c'est elle qui va être utilisée dès le moment où vous allez être déclaré incapable. Puis là, il faut faire attention. L'incapacité, ça peut être une incapacité qui a une certaine durée. Par exemple, vous avez une procuration perpétuelle, vous avez un accident d'auto, vous passez 3 mois à l'hôpital, mais on va utiliser votre procuration perpétuelle pendant votre séjour à l'hôpital. Dès que le médecin va dire que vous êtes de nouveau capable, bien là, vous allez reprendre le contrôle de vos finances. Mais dans la procuration perpétuelle, comme j'ai mentionné plus tôt, vraiment, il faut faire attention au choix de la personne. Il ne faut pas vous laisser influencer quand vous allez choisir cette personne-là. Et il faut bien déterminer les responsabilités que vous donnez à cette personne-là. Par contre, dans une procuration perpétuelle, on va donner le droit souvent à cette personne-là à toutes nos finances, incluant la vente d'une maison. Parce qu'il faut pas oublier que si vous êtes incapable pour le reste de votre vie et qu'on doit vous placer, bien peut-être que les gens de votre famille devront vendre votre maison pour pouvoir subvenir à vos besoins financiers, pour vous installer dans une bonne maison d'hébergement, par exemple. Alors vraiment, la procuration, c'est le document qui vous protège au niveau financier. Juste pour donner un point de référence, c'est ce qu'on appelle le Power of Attorney. Oui, mais c'est ça. Mais au moins, si les gens ont la procuration perpétuelle, ben, peu importe quel genre d'incapacité ils vont avoir, elle est là, puis elle va être mise en place. Mm-hmm. Tandis que si les gens en ont pas du tout, ce que les gens oublient, c'est que personne peut avoir accès à leur compte de banque. Personne peut payer leurs factures à partir de leurs finances à eux. Fait que ça veut dire que, par exemple, s'ils ont des enfants qui n'ont pas d'argent, ben ces gens-là pourront pas rien faire pour eux. Alors, tu as passé une bonne fin de semaine? Pas mauvaise. Hey, t'as pas l'air très enthousiaste. T'as eu des soucis? Non, c'est pas ça. C'est juste que... Que quoi? Ben, samedi, je suis passé chez la grand-mère d'une amie de ma fille pour lui porter son courrier. Comme d'habitude. Et ça m'a un peu chaviré. Chaviré? Pourquoi? Ben, elle vit tout seule depuis la mort de son mari. Elle semble s'être bien adaptée, mais ça fait un moment que je me rends compte que la maison n'est pas bien entretenue. Tu sais, de la poussière dans les coins, de la vaisselle sale qui traîne, ce genre de choses. Mais là, c'était le même qui était pas propre. Ça m'a choqué. Elle était toujours si bien mise avant. Et puis là, elle était pas peignée. Il y avait des grosses taches sur le devant de son pull. Ses bas étaient mal mis. Ça m'a fait de la peine de la voir comme ça. Mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un pour s'occuper d'elle, au moins? C'est bien ça qui me chavire. Elle a un fils dans la quarantaine qui est supposé s'occuper d'elle. Il passe tous les jours, qu'elle me dit. Mais à la voir comme ça, je suis pas si sûr. Quand même, si c'est son fils, il doit bien voir dans quel état est sa mère. Est-ce qu'elle a toute sa tête, cette dame-là? Ouais, tout à fait. C'est ça que je trouve drôle. Elle doit bien voir comment elle est. Et voir qu'elle a besoin d'aide pour se laver, s'habiller, laver son linge, non? Quoi est-ce qu'elle ne demande pas? Je comprends pas. D'abord, si sa vue baisse, elle ne se voit peut-être pas bien. Elle ne voit peut-être pas les taches sur ses vêtements et encore moins la poussière dans les coins. Mais si tu veux mon avis, elle doit surtout trouver bien dur de l'admettre. J'ai déjà vu ça avec la mère de mon mari. Ça a été bien dur pour elle d'admettre à ses enfants qu'elle ne pouvait plus vivre toute seule. C'est un peu comme baisser les bras et s'avouer vaincu pour des gens qui se sont toujours débrouillés tout seuls. Je comprends ça, mais à ce moment-là, pourquoi elle ne demande pas de l'aide de l'extérieur?
Il y a des services pour les personnes âgées. Elle doit bien le savoir. C'est pas facile de demander de l'aide à ses enfants, mais c'est encore bien plus dur d'en demander à des étrangers. Les personnes âgées trouvent ça humiliant souvent, et parfois, elles ont peur que leurs enfants soient critiqués ou qu'on les accuse de mauvais traitement. D'accord, elle n'ose pas demander, mais son fils dans tout ça, il est aveugle ou quoi? C'est peut-être une question d'argent. Ça m'étonnerait. D'après ce que je sais, elle a une belle pension. La demi-pension de son mari et son fils gagne bien. Il est comptable dans une grosse boîte, je crois. Payer des services à la maison n'est sûrement pas un problème. Alors, si c'est ça, c'est peut-être qu'il a de l'argent, mais qu'il manque de temps pour vraiment s'occuper de sa mère. C'est possible, parce que je ne crois pas que ce soit une mauvaise personne. J'ai toujours trouvé gentil, serviable. J'ose pas penser qu'il néglige sa mère par méchanceté. Il ne faut pas penser au pire. Tu sais, s'il passe chez elle, en coup de vent, une fois par semaine, il ne voit sans doute pas grand-chose. S'il passe quelques minutes avec elle, assis à la table de cuisine, il ne voit pas la poussière, le lit qui a besoin de draps propres, la salle de bain qui a besoin de nettoyage. Il pense au travail qui l'attend, aux courses qu'il n'a pas faites, au match de soccer du petit. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui revient un peu à la même chose que le mari qui fait un ACV, qui avait tous les comptes de banque étaient à son nom, tout ça, il a pas fait de procuration, il a pas fait et puis là, sa femme se retrouve à plus avoir de sous pendant un bout de temps avant que ça se décide finalement en cours. Donc, Ouais. donc le fait de pas avoir fait de procuration peut donner énormément de troubles à nos êtres chers, en fait. Ah, c'est incroyable. Les gens ont vraiment aucune idée de tout le trouble qui va arriver. Ça va se régler, puis habituellement, ça se règle pour le mieux. Mais tout le souci, tout le délai, toute l'inquiétude, parce que si la femme a pas d'argent, elle est limitée dans les médicaments, dans les soins qu'elle peut procurer à son mari, elle pourrait perdre sa maison parce qu'elle n'est pas capable de payer l'hypothèque. Je veux dire, c'est infini. Les difficultés que la femme pourrait rencontrer. J'imagine que les gens ont toujours tendance à oublier ces aspects-là parce que c'est un peu comme planifier notre mort ou planifier des moments totalement désagréables. Mais, puis les gens, souvent, c'est triste parce qu'ils vont avoir un testament. Mais il faut comprendre que le testament, il lui entre en vigueur quand t'es mort. Ça te sert plus à toi, le testament. Ça sert à ta famille. Tandis que la procuration, elle, sert à toi-même, à ton bien-être, à assurer que ton bien-être va être protégé. Fait que c'est vraiment un peu ironique parce que les gens vont penser à leur famille et à leur mort, puis ils penseront pas à leur propre sécurité durant leur vie. Pour les décisions personnelles, quelles sont nos options pour éviter les abus? Mais quand on parle de décision personnelle, c'est peut-être là où est-ce qu'il y a le plus de différence dans l'appellation entre les provinces. Par exemple, vous, à Terre-Neuve, ça s'appelle Advanced Healthcare Directives. Donc, c'est un petit document que vous allez remplir, puis dans le document, vous pouvez parler de différentes choses. Vous allez pouvoir dire si vous voulez qu'on prolonge votre vie. Par exemple, si vous êtes dans le coma, est-ce que vous voulez qu'on vous garde branché sur les machines pour un temps indéterminé ou vous voulez, par exemple, après 30 jours, être débranché? On peut aller aussi sur les services physiques et psychologiques. Est-ce que vous voulez rester à la maison? Est-ce que vous voulez être placé? Dans quel genre d'institution vous voulez être placé? On va parler aussi de tout ce qui est administration des médicaments. Puis on pourrait même aller jusqu'à la nutrition et l'hydratation. Là, on aborde, si on veut, les traitements. Ou est-ce que, par exemple, vous auriez une maladie qui ferait en sorte que vous ne pouvez pas vous nourrir vous-même, il faut que vous soyez nourri artificiellement. Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez donner vos directives à votre famille à l'avance. Quand vous faites une directive personnelle, nous, ce qu'on conseille, c'est d'en donner une copie au médecin pour que ça soit dans votre dossier médical. Parce que souvent, ça se passe vite. Si vous faites un arrêt cardiaque, vous voulez pas être réanimé, ben vous pouvez le mettre dans votre directive personnelle. Faut comprendre par contre que les intervenants, comme les ambulanciers ou les médecins, eux, leur mandat, c'est de sauver votre vie. Fait que souvent, ils n'ont pas le temps de regarder si vous avez une directive personnelle. Ils vont sauver votre vie si possible. Après ça, ils pourront faire une recherche, puis là, ils vont s'apercevoir que vous avez une directive personnelle. Ils vont la lire, puis là, ils vont avoir l'obligation de respecter ce que vous avez mis dans votre directive personnelle
comme traitement de soins de santé. La directive personnelle va prendre effectivement place quand vous allez être déclaré incapable. La déclaration d'incapacité, ça vient habituellement par les médecins. Donc, c'est vraiment eux qui vont pouvoir déterminer votre statut d'incapacité ou de capacité. Maintenant que tu me dis ça, je me rappelle que j'ai vu une liste de commissions sur le frigidaire, qui semblait pas mal longue, et un panier à linge sale rempli en haut des escaliers. Il ne doit pas venir tous les jours, hein. Ou s'il passe, c'est sans voir les choses à faire. Il me semble que cette dame aurait simplement besoin d'aide pour son ménage, et peut-être pour sa toilette. C'est certainement pas des choses qu'elle demanderait à son fils. On a beau être vieux, on a sa dignité quand même. Vous avez sans doute raison, mais je fais quoi, moi, maintenant? Je peux pas fermer les yeux sur ce que j'ai vu, mais d'un autre côté, je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. C'est pas à toi de t'occuper d'elle, c'est à son fils. Mais peut-être que samedi prochain, quand tu lui porteras son courrier, tu pourras t'asseoir avec elle et suggérer dans la conversation que tu pourrais l'aider à trouver quelqu'un pour lui simplifier la vie, faire son ménage au moins. Crois-tu? Elle va pas mal le prendre? Elle sera peut-être soulagée, au contraire. Surtout si elle se rend bien compte qu'elle a besoin d'aide, mais qu'elle n'a jamais le temps d'en parler à son coup de vent de fils. Ou qu'elle n'ose pas lui en parler. Peut-être qu'elle a juste besoin que quelqu'un propose. J'espère. Mais supposons qu'elle me réponde qu'elle n'a besoin de personne. Je fais quoi? Parce que c'est évident qu'elle ne pourra pas rester éternellement comme elle est maintenant. Et puis, la situation n'ira pas en s'améliorant. Dans ce cas, il faudra que tu contactes son fils et que tu lui dises ce que tu as remarqué à propos de sa mère, de l'état de la maison et tout ça. Il ne sera peut-être pas content que je m'en aille. Dommage, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est sa mère, pas la tienne, d'accord? Mais tu lui rends le service de t'occuper du courrier, donc tu es déjà impliqué. Et puis, lui aussi sera peut-être content que quelqu'un mette le doigt sur un problème qu'il n'a pas vu avant que ça dégénère. Ça, c'est vrai, parce que je suis certain qu'il n'aimerait pas se faire accuser de négligence. Personne n'aime ça. On préfère penser que la négligence, c'est toujours le résultat de méchanceté. Mais c'est faux. Très souvent, on néglige les personnes âgées par ignorance ou par manque d'attention, et je suis à peu près sûr que c'est le cas de ce monsieur-là. Sa mère s'est sans doute toujours occupée de tout, et il n'a pas le temps de voir que c'est à lui maintenant de prendre le relais. Ben, merci. Ce que vous me dites, ça me rassure. C'est sans doute une situation que je pourrais aider à régler facilement. Je verrai ça samedi. Tiens-nous au courant. Allez, au travail maintenant. On dit souvent que rédiger un testament nous protège, nous et notre famille. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Bien, je vais commencer par faire un petit résumé des trois documents les plus importants, parce que on parle ici là, de protection contre l'abus et la fraude. Mais vraiment, il y a 3 documents que chaque personne devrait avoir. Les 2 premiers sont importants quand vous êtes vivant, c'est-à-dire la procuration dont on a parlé un peu plus tôt et la directive personnelle. Alors ça, c'est 2 documents qui vont vous protéger durant votre vivant. Ce qui est important, c'est vraiment de bien choisir l'exécuteur de ces 2 documents-là, de ne pas vous laisser influencer dans votre choix de votre exécuteur. Le 3e document qui vous protège, il vous protège, oui, mais il protège surtout votre famille. Et c'est le testament. Mais le testament, faut comprendre qu'il prend place puis il est ouvert seulement à votre mort. Donc, c'est un peu trop tard pour vous, c'est surtout pour votre famille, pour le bien-être de votre famille. Alors, le testament, là encore, c'est très important de choisir quelqu'un qui va avoir vos meilleurs intérêts à cœur. Souvent, on pense à un membre de la famille, mais ça ne veut pas dire que vous devez choisir un membre de la famille. Ça peut être n'importe qui en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui a été un personnage très important pour vous, qui vous a toujours aidé, qui a toujours été là pour vous, pourrait être votre exécuteur. De plus en plus aussi, on voit la nomination de 2 exécuteurs sur les testaments. Parce que exécuter un testament, c'est très lourd. Alors souvent, les gens vont décider de nommer 2 exécuteurs pour que les gens puissent partager les tâches. Puis aussi pour que les gens n'aient pas un pouvoir unique sur toute la liquidation
des biens personnels. Alors, dans le testament, vous allez devoir donner toute la liste de tous les biens que vous possédez. Et là, on parle si vous avez des terres, vous avez des polices d'assurance, tous vos comptes de banque, les régimes de retraite, les placements. Vous allez parler aussi de tous les biens et à qui vous voulez les donner. Vous allez nommer aussi, évidemment, la liste de vos dettes, des montants d'argent que vous devez à quelqu'un ou à une institution. Si vous avez des enfants mineurs, vous devrez aussi nommer un tuteur pour vos enfants. Alors là encore, il faut bien choisir la personne. Il faut lui en parler aussi à l'avance parce que c'est lui confier une responsabilité. Puis c'est pas tout le monde qui veut la responsabilité d'être un exécuteur testamentaire et c'est encore moins de gens qui sont intéressés à devenir tuteurs de vos enfants. Alors, c'est des conversations à avoir avec les êtres chers avant de les mettre sur votre testament. Si vous voulez faire des dons, c'est dans le testament aussi que vous allez les écrire. Puis, évidemment, le ou les noms de vos exécuteurs testamentaires. Quand vous avez un conjoint, il faut faire attention aussi de discuter avec votre conjoint de ce que vous allez mettre dans votre testament. Par contre, ça ne veut pas dire que vous devriez ou vous ne devriez pas faire votre testament avec cette personne-là. Le testament, c'est un document que vous faites devant l'avocat et qui doit être signé, daté pour être légal. Certains testaments, je devrais dire, qui pourraient être aussi légaux s'ils ont été faits à la main avec des témoins. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué pour votre famille de justifier la légalité d'un tel document. Donc, c'est vraiment, si vous voulez protéger votre famille, c'est un document que vous faites chez l'avocat. Vous en mettez une copie dans un endroit sûr, dans un coffre de sécurité, par exemple. Vous dites à vos exécuteurs testamentaires où le trouver. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est de ne pas le donner à personne à l'avance. Parce que si vous le donnez à vos exécuteurs testamentaires, là, vous ouvrez la porte à la possibilité de fraude ou d'abus. Dans le sens qu'on a vu des gens qui ont reçu le testament à l'avance, qui ont vu qui était sur le testament et qui allait recevoir quoi, et qu'ils ont commencé à faire des pressions psychologiques sur la personne pour qu'elle change son testament. Alors, le testament, vous pouvez le faire avec votre conjointe, mais vous devriez le faire devant un avocat et vous devriez ne pas le remettre à vos exécuteurs testamentaires à l'avance pour vous protéger contre les abus ou contre la fraude. Par exemple, une personne a fait un testament et devient inapte. Elle avait rempli une procuration. La personne qui est maintenant responsable ne peut pas revenir en arrière sur le document qui est le testament. Vous avez raison. La personne ne peut, l'exécuteur de la procuration n'a pas le droit de modifier votre testament. Vous êtes la seule personne qui a le droit de modifier votre testament. C'est de là toute l'importance de parler de la capacité mentale. Parce que il faut être capable de faire ces 3 documents-là en toute légalité et en toute liberté d'expression. Et il faut que vous les fassiez quand personne ne peut mettre en doute votre capacité mentale. Parce que dès qu'on pourrait mettre en doute votre capacité mentale, ben là, ça ouvre la porte à plusieurs demandes à la Cour pour justifier si oui ou non le nouveau document est légal. Par exemple, si vous avez fait un ACV, puis que vous décidez de faire des changements à votre testament très peu de temps après votre ACV, là, il pourrait avoir un doute sur votre capacité mentale. Donc, c'est vraiment très important de faire un testament le plus tôt possible dans votre vie, quand vraiment personne n'a aucun doute sur votre capacité à le faire. Mais vous êtes la seule personne qui a le droit de modifier votre testament. Tous ces documents-là devraient, c'est même pas possible. La procuration, la directive personnelle et le testament, c'est des documents que vous devriez revérifier, revisiter régulièrement. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent dans la vie et ça change tellement vite. Oui, peut-être qu'un de vos héritiers ou peut-être un de vos exécuteurs testamentaires pourrait être décédé ou incapable de le faire parce qu'il va être rendu trop vieux. Si vous avez acquis ou vendu des biens, il faut faire des changements dans le testament.
Alors, il faut comprendre que c'est souvent juste des amendements nécessaires au document. C'est pas nécessairement refaire tout le document complet. Vous pouvez faire des amendements. L'autre chose importante, dans la communauté francophone, on migre beaucoup d'une province à l'autre et il faut vérifier avec un avocat, s'assurer que notre testament ou notre procuration ou même notre directive personnelle qui a été faite dans une autre province est reconnue dans la province qu'on habite à ce moment-là. Parce qu'il y a certaines lois qui forcent certains amendements ou même de refaire complètement notre testament parce qu'ils ne sont pas reconnus d'une province à l'autre. Merci beaucoup, Nancy Ace, juriste de l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse, pour ces éclaircissements. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça a été un plaisir. Je vous rappelle que cette série d'émissions spéciales pour prévenir les abus et la maltraitance envers les aînés est une initiative de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador en collaboration avec la Fédération des aînés francophones du Canada. Cette série d'émissions a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Justice Canada, avec la participation de la Fédération des aînés francophones du Canada. À la production-réalisation, Rafale FM, l'auteur des sketchs, Françoise Angard, les acteurs, Suzelle Lavallée, Claude Schreiber, Gilles Thibault et Louis-Christophe Villeneuve. Crédit musical Easy Lemon par Kevin MacLeod sous licence CC Attribution 3.0.